Bonjour, ici Piero San Giorgio. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet qui nous est souvent forcé, dont on nous oblige souvent de parler. C'est la politique. Alors, lorsque vous vous préparez à des effondrements, à des crises, à des effondrements de la normalité, quels qu'ils soient, petits ou grands, etc., l'idée de base, c'est que vous ne faites pas d'expression politique profonde. Vous dites simplement, je veux faire en sorte de mettre ma famille et mes voisins, mon clan, à l'abri de ces ruptures de la normalité, de ces crises, de ces effondrements. Et a priori, c'est tout. Alors, c'est vrai que nous sommes dans cette approche dans la plus stricte neutralité de l'acte politique, puisque nous ne prenons pas parti pour une idéologie, pour une cause, a priori. Mais pourtant, la réalité, c'est que, en fait, en faisant ce que nous le faisons par essence, par nature. Vous savez, lorsque j'ai écrit Survivre, avant même que je puisse imaginer que ça puisse avoir un quelconque succès, et vous êtes nombreuses et nombreux à avoir lu et acheté le livre et les suivants, euh, je me suis posé la question en disant, est-ce que j'ai envie que mon avis de ce que je pense, c'est-à-dire ma politique, ressorte dans le livre? Et bien sûr, je me suis dit non, j'ai pas envie d'influencer les gens, ce n'est pas mon rôle, ou alors c'est pas encore le moment. Tout d'abord, j'ai pas envie de faire de la politique politicienne, je n'ai pas envie de rejoindre un parti, je n'ai pas envie de me présenter à des élections, jamais, c'est vraiment pas ma nature, c'est trop de compromission, c'est trop d'emmerde en plus, et je laisse ça à des gens moins compétents que moi. Et plus motivé, et certainement avec une autre, pour être honnête, boutade à part, je voudrais simplement dire, je vais laisser ça à des gens qui ont un petit peu plus de peut-être de conviction ou une autre manière de voir la vie publique. Et ça ne m'étonne pas puisqu'on nous appelle les survivalistes, en tant qu'en général survivalistes, nous soyons a priori rétifs à la chose publique, puisque nous avons pris un certain parti où on va dire que nous n'attendons pas de l'aide de la collectivité, de l'État. Et en fait, rien que cela nous positionne en réalité dans ce qui était considéré traditionnellement la droite. C'est-à-dire que traditionnellement, la gauche était pour le progrès, c'est-à-dire demain sera meilleur qu'aujourd'hui. Alors moi je ne suis pas quelqu'un qui vient de la gauche, vous l'aurez sans doute remarqué. Je ne suis pas quelqu'un qui a beaucoup euh, d'amour pour la collectivité, pour l'espèce humaine. Pour moi, c'est pas quelque chose de très intéressant et ça va mal finir. Et on va revoir notre instinct mauvais qui va ressurgir très très vite. Et c'est dommage parce que je pense qu'on aurait pu faire de grandes choses en tant qu'espèce humaine. On aurait pu faire et on a été proche de faire des grandes choses en tant qu'espèce humaine plusieurs fois dans l'histoire. Mais tout ça pour dire que je n'avais pas envie de faire ressortir justement cette, euh, ces aspects de ce que je pense et ce que je crois dans mon fort intérieur. Et j'ai essayé d'écrire des livres qui sont assez froids, c'est-à-dire non partisans et non liés à une quelconque idéologie. Mais inévitablement, on le dit, tout est politique, inévitablement, rien que le faire de dire je vais survivre pour être là demain, rien que cela, c'est politique, puisque c'est métapolitique, c'est-à-dire que vous serez là demain pour imposer vos idées, alors que les autres, qui sont pas là, parce qu'ils n'ont pas réussi à s'en sortir, eh bien ne sont pas là. D'ailleurs, je voudrais faire une petite remarque, c'est que souvent beaucoup de gens se disent mais je n'y arriverai jamais, je suis malade, je suis handicapé, ou j'y arriverai pas, etc., etc. Et s'il y a vraiment un effondrement économique, je vais mourir, ou je vais pas m'en sortir, ou je vais devenir pauvre, ou je vais tomber dans l'échelle sociale, etc. C'est un enfer, etc.
Alors tout cela, ça mérite d'être discuté parce que je n'aime pas laisser les gens dans ces approches négatives et j'aime rien leur dire non mais tu peux te bouger, etc. Mais ceux qui ne se bougent pas pour plein de raisons, en fait, il faut que vous gardiez une certaine estime de vous-même, parce qu'au fond, même le fait de mourir dans d'atroces souffrances, même le fait de complètement rater votre vie, même le fait de tomber malade ou de devenir très pauvre, de tomber dans ces, voilà, tout en bas de l'échelle de l'espèce humaine, en fait, malgré tout, malgré cela, vous servez une cause qui est très importante et vous avez un rôle très très important. Alors je sais que ça va faire hurler beaucoup de gens, mais je m'en fous. C'est qu'en fait, votre rôle, c'est de servir d'avertissement aux autres. Et c'est très très important. Donc même les gens, les pires déchets de l'humanité, et je ne veux pas dire ça d'un sens péjoratif, mais simplement une constatation, les gens qui finissent tout en bas de l'échelle, en fait vous avez un rôle fondamental, c'est celui de montrer aux autres ce qu'il ne faut pas faire et montrer aux autres comment ne pas finir. Et c'est très important. Et donc, il ne faut pas le sous-estimer. Et donc, vous servez l'humanité en réalité, de manière peut-être même encore plus importante que ceux qui réussissent très bien, qui sont tout en haut. Cette chose arrogante étant dite, je voudrais revenir à la base de la politique, c'est-à-dire à la gestion de la cité. À partir du moment où vous avez un groupe d'êtres humains, un clan, qui doit gérer différents aspects de sa communauté, de son groupe, les sources d'énergie, la répartition des rôles, des tâches, la répartition des spécialisations, la gestion de la défense par rapport aux ennemis. Et ça, c'est fondamental. Toute politique est essentiellement basée par rapport aux autres, par rapport à l'ennemi, par rapport à l'étranger, par rapport à ce qui n'est pas nous, ce qui n'est pas le clan. Doit-on se méfier des étrangers? Doit-on être accueillant? Doit-on savoir faire le discernement entre qui nous pouvons accueillir, qui nous pouvons accepter, avec lesquels nous pouvons commercer, d'autres avec lesquels nous pouvons échanger des biens, des services, enfin donc des commerces, et qui nous devons absolument nous défendre? Quelles sont les cultures qui sont compatibles avec les nôtres? Quelles sont les cultures qui ne le sont pas? Tout cela et bien d'autres choses encore, la gestion de travaux communs par rapport à l'utilisation de ressources communes que l'on va mettre en commun pour, par exemple, construire des routes, fabriquer des abris, fabriquer des défenses, etc., sera important. Alors, on peut imaginer un système où des humains vivent sur un territoire de chasse, d'agriculture, de pêche, peu importe, et qu'ils s'ignorent entièrement les uns des autres. Sauf que dans la réalité, ça n'existe pas. Là, par exemple, je suis constamment dérangé par mes enfants, d'où les coupures. Eh bien, à un moment, il va falloir gérer. Il va falloir gérer également comment mettre les ressources ensemble, parce que sinon, ça veut dire que les prédateurs, qu'ils soient humains ou autres, qui vont venir, eh bien, ils vont attraper cette équipe, ce groupe, en fait, qui n'est pas un groupe, qui est totalement désorganisé, et ils vont les manger, les tuer, leur prendre les femmes et tuer les hommes. C'est ce que les tribus font depuis la nuit des temps, en tout cas chez les singes, c'est souvent comme ça, et voilà. Donc, la politique, et c'est pour ça qu'on dit si tu ne t'intéresses pas à la politique s'intéresse à toi. C'est vraiment quelque chose qui remonte à très très loin, où nous avons besoin de nous impliquer dans la gestion. D'autant que si dans un groupe, vous vous excluez des décisions pour des raisons personnelles, vous dire ah non, ça ne m'intéresse pas, vous risquez aussi d'être mis face au nombre qui se ligue contre vous. On se ligue rarement contre des forts, on se ligue contre des faibles. C'est aussi une des caractéristiques de l'espèce humaine. Donc, lorsque j'entends par exemple des gens qui disent non, ça sert à rien de voter, je suis d'accord. Donc, on va voter, on ne votera pas, on votera blanc. Erreur, grave erreur. Parce que ce sera de toute façon vous qui serez la minorité sur laquelle la majorité va tôt ou tard agir. Alors ensuite, vient l'idée le concept de responsabilité par rapport à cette politique, parce que la réalité, c'est que lorsqu'un groupe se met ensemble pour justement gérer des ressources, mettre en place des abris, la défense, etc., eh bien, il s'agit de mettre en réalité ensemble une force, une violence, une capacité de violence. Lorsque nous nous défendons par rapport aux bêtes féroces, nous créons de la violence contre ces bêtes féroces. Lorsque nous décidons que
telle nation ou telle tribu est notre ennemi, nous mettons en place des moyens d'imposer de la violence, donc de la force, sur ses ennemis, etc. Et si vous croyez, alors souvent les gens disent oui, mais la violence ne résout rien, eh bien essaye de ne pas payer tes impôts. Tu vas voir un peu avec quelle violence l'État va venir te faire comprendre que tu dois, et il va te priver de liberté, qui est une violence assez inouïe, assez forte, ne serait-ce que pour te faire comprendre que voilà, tu dois obéir. Alors, l'idée de la politique, c'est que vous avez un mot à dire sur la composition de ce gouvernement, de cet État, qui peut être plus ou moins petit, peut être plus ou moins grand, peut être plus ou moins tolérant, plus ou moins tyrannique. Et ça, c'est tout à fait la substantifique moelle du débat politique et de la décision politique, en tout cas en théorie, puisqu'il s'agit de décider en fait à quelle sauce on va être mangé. Et a priori, c'est un choix qui se fait avec notre libre arbitre et avec notre réflexion, notre sens des responsabilités, et on espère, en tout cas c'est ma conviction, on va y venir finalement inévitablement à ce que je pense personnellement, à un certain respect de liberté fondamentale. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on ne peut pas, à mon sens, éviter de participer à la vie politique et au débat politique. Alors, vous le savez, si vous me suivez depuis longtemps, moi je commente souvent les informations, les nouvelles à travers le monde, et notamment, puisqu'on parle français ici dans ces vidéos, évidemment je parle moins de France ou des pays francophones dans les vidéos que je fais en anglais ou en italien, logiquement. Mais c'est vrai qu'en étant citoyen suisse, j'ai plutôt tendance à vouloir éviter la politique française. Alors parfois c'est trop dur de résister parce que il y a vraiment des éléments très vraiment on peut pas résister à commenter certains des personnages grotesques qu'il y a en France, mais il y en a d'autres ailleurs, il y en a en Suisse également. Et puis, j'espère que vous ne m'en voudrez pas de temps en temps avoir un petit commentaire, souvent acerbe, souvent moqueur, sur les idiots qui vous gouvernent en France depuis 40 ans. Mais en réalité, je pourrais avoir la même chose, et vous qui avez lu mon livre, vous savez que ma critique, elle est essentiellement sur tout le système moderne. Et donc, la différence traditionnelle qu'il pouvait y avoir entre les gens qui voulaient le progrès, la gauche, les gens qui étaient plus pour un certain conservatisme, qui était typiquement la droite, d'ailleurs aujourd'hui s'estompe, et je crois que l'analyse, d'ailleurs c'est vraiment l'élément le plus représentatif et le plus important qu'a amené, je crois, dans l'analyse française en tout cas, mais bien au-delà, du système politique moderne, qu'a amené Alain Soral, c'est justement cette approche de dire non, en fait il y a une alliance objective entre la gauche libertaire et la droite financière, que représentaient très bien Sarkozy et Carla Bruni d'ailleurs. Et cette alliance, où en fait la gauche antiraciste, sociétale, libertaire, pédophile, tout ce que vous voulez, a en fait une alliance physique et idéologique avec la droite financière. D'ailleurs, on voit que ces gens sont les mêmes, ils font les mêmes écoles, ils sont issus des mêmes groupes de lobby, ils ont même passé par les mêmes institutions religieuses. À l'inverse, il y a une gauche qui était plus pour un progrès et des conditions de travail, donc une gauche du travail, qui finalement a des points objectivement très communs avec une droite plus traditionnelle, mais dans le sens des valeurs traditionnelles. Donc cette gauche du travail, droite des valeurs, ça a du sens, et il y a un lien très objectif qui est en train de se faire de plus en plus. Donc on ne peut plus parler de gauche, de droite, ça fait vraiment très très longtemps, on ne peut plus parler depuis très longtemps d'extrême gauche, extrême droite, tout ça, ça n'a plus aucun sens. Communisme, fascisme, sont des choses qui n'ont absolument plus de sens au niveau linguistique, au niveau étymologique aujourd'hui. Alors, lorsque vous êtes dans la préparation,
c'est inévitable que vous vous placez sur une approche où vous ne faites peut-être pas confiance dans la capacité d'un système politique et économique de subvenir à vos besoins en cas de problème de manière immédiate. Alors ça ne veut pas dire que vous n'avez plus confiance du tout dans l'État. On peut très bien, alors certains, et c'est mon cas, ont très très peu confiance dans l'État, mais on peut très bien imaginer que vous en ayez encore, mais simplement vous vous rendez compte que la capacité de l'État de vous venir en aide, elle est amoindrie en cas de crise, ou alors vous dites, si je suis prêt, je ne veux pas être un fardeau pour l'État et pour la collectivité, et donc en étant prêt, moi et ma famille, moi et mes amis, moi et mon clan, etc., nous ne voulons pas attendre et gréver la capacité de l'aide des pompiers, etc., ou des systèmes d'aide en cas de catastrophe, et nous allons pouvoir nous débrouiller de nous-mêmes, et cela ne remet pas en cause la légitimité de l'État, etc. Il y a tous les cas de figure entre les deux. Et donc on ne peut pas mettre l'approche survivaliste, l'approche prepper, comme on dit en anglais, l'approche vivaliste, ça dépend comment vous l'appelez, on s'en fout du nom. Mais tout ce qui est de la préparation ne peut pas être mis dans un sac, bien que ça fasse plaisir aux journalistes de nous mettre toujours sous un angle de souvent extrême droite ou souvent extrémiste, parce que souvent ils voient des armes. Alors qui a une arme, c'est forcément quelqu'un d'extrême droite. Ça n'a aucun sens. Regardez, les gens les plus armés, c'était les gardes rouges bolcheviques. La première chose qu'ont fait les partis de gauche lorsqu'ils sont au pouvoir, c'était de s'armer et de mettre en place des milices pour asseoir leur domination et leur puissance sur la population. Donc en fait, c'est complètement démagogique, bien sûr. Ensuite, dans la pratique de la politique, eh bien, je pense qu'il y a une approche, lorsque vous parlez en revanche, pour revenir à mon travail, lorsque je parle d'autonomie dans la durée, donc de base autonome durable, il y a en réalité une sorte de graine microscopique, de création microscopique d'un état potentiel futur. Et ça, c'est un concept intéressant. Et oui, car cette base autonome durable, qui, je vous le rappelle, n'est pas un concept uniquement individuel, elle peut s'étendre par le lien social à des communautés entières, eh bien, vont permettre, en cas de très grande crise, et vous savez que ma thèse, c'est l'effondrement économique d'une manière assez globale et assez grande, eh bien, vont permettre de créer les nations de demain. Et ces nations de demain, eh bien, il est intéressant que l'on y réfléchisse dès à présent, et peut-être ce sera le sujet d'un ouvrage qui viendra plus tard. Les idées sont déjà dans ma tête. Néanmoins, cette réflexion, elle pourrait commencer maintenant, et elle est liée à les sensibilités de tout un chacun, et on peut imaginer des gens qui sont beaucoup plus collectivistes dans leur approche, d'autres qui sont beaucoup plus sur la propriété individuelle, la responsabilisation et la non-nécessité d'un État nounou qui s'occupe de vous depuis que vous êtes né jusqu'à votre mort et qui s'occupe, comme si vous étiez du bétail, de faire en sorte que vous soyez élevé, nourri, soigné sur le dos de la collectivité. Voilà, et donc entre ces différentes options, eh bien, il y a également la capacité d'être autogéré, donc par une approche de démocratie directe, par exemple. Il y a aussi l'option d'avoir des représentants. Il y a aussi l'option d'avoir très peu d'options et d'avoir en fait une approche du tyran qui peut être bienveillant, hein, c'est pas obligé, la forme de la dictature n'est pas nécessairement malsaine par définition. Évidemment, se pose la question de la succession et se pose la question de la santé mentale dans la durée de quelqu'un qui concentre le pouvoir et qui, a priori, humainement, va vouloir en concentrer encore plus. Il y a aussi l'option de retomber dans ce que nous connaissons aujourd'hui, c'est-à-dire des systèmes oligarchiques, avec des gens qui sont souvent liés au pouvoir de l'argent, qui ont verrouillé l'ensemble et qui peuvent finalement dominer l'ensemble des choses, à moins qu'on les déboulonne de manière physique, violente, parce qu'il n'y a pas d'autre alternative. Vous savez, les révoltes pacifiques, ça marche seulement lorsque le tyran, en fait, a une pression sociale et médiatique et des valeurs et une morale qui fait que
il n'a pas envie de vous massacrer et qui préfère finalement vous donner ce que vous voulez pour ne pas avoir à vous massacrer. Mais par exemple, Gandhi, si Gandhi avait été... si l'Inde avait été occupée par le Japon pendant la Deuxième Guerre mondiale, je pense qu'on aurait vu flotter le corps de Gandhi, la tête coupée, sur le Gange. Il n'y aurait pas eu de discussion parce que voilà, c'est pas dans la mentalité, par exemple, du Japon de la Deuxième Guerre mondiale de commencer à discuter avec des non-violents. Genre, le non-violent, il se fait tuer encore plus facilement que le violent. Bon, bref, je m'égare. Mais tout ça pour dire que ces réflexions, elles vont être importantes. Et alors, si vous voulez vraiment savoir ce que je pense, moi, je le dis souvent, je me cache jamais. Je ne vous dis pas qui j'apprécie dans les autres pays autres que le mien, parce que les gens me disent, est-ce que tu voterais pour le Front National? Je dis, mais c'est une question absurde, je suis suisse. Est-ce que tu voterais pour la gauche de Mélenchon en France? C'est une question absurde. Encore une fois, je suis suisse. Alors ensuite, je peux apprécier les personnages, je peux apprécier les hommes ou les femmes, je peux apprécier ou moins apprécier les choses. Certainement, vous le savez, je suis extrêmement critique. J'ai une détestation assez forte pour les partis qui ont été au pouvoir dans la plupart des pays occidentaux ces 20-30 dernières années. Donc vous pouvez bien imaginer que je ne porte pas très haut dans mon estime les gens qui ont mouillé dans le Parti Socialiste, l'UMP et tout ce genre de merde, en France par exemple, mais je pourrais dire autant de la démocratie chrétienne, du Parti Socialiste italien des travaillistes du Labour, enfin des travaillistes ou des conservateurs anglais ou des républicains ou encore pire, démocrates aux États-Unis. Voilà, vraiment, c'est un amas de sale merde au profit de lobbies essentiellement de grandes entreprises multinationales et essentiellement de banques, d'intérêts financiers. Donc non. En revanche, je ne vais pas vous dire qui j'aime parce que je n'ai pas envie de rentrer dans ce genre de débat. En Suisse, en revanche, je le dis à mes compatriotes et je participe parfois en tant que citoyen, j'espère responsable, dans le débat politique du pays. J'ai soutenu quelques initiatives populaires récemment, comme je l'aurais fait en tant que citoyen et comme je le fais, hein, parce que je ne suis qu'un citoyen lambda ici en Suisse. Et c'est pas parce que je suis un écrivain qui a la chance d'avoir un petit peu d'écoute et de succès que ça change quoi que ce soit. Euh, vous savez, en Suisse, on a un système un petit peu différent que dans d'autres pays, puisque nous sommes à la fois une démocratie parlementaire, mais également une démocratie directe. Donc, il se trouve que j'aime bien permettre à des élus qui, je trouve, sont nécessaires de représenter une certaine sensibilité. Donc, je vote pour l'instant pour amener des élus verts sur Genève, sur ma ville, mon canton, et au niveau de la Confédération. Donc mon vote va souvent pour élire des représentants qui viennent de la mouvance écologiste, parce que je trouve très important que cette sensibilité-là soit représentée au gouvernement. Mais heureusement, nous avons un garde-fou en Suisse qui est que les lois doivent être soumises au peuple, et nous avons la possibilité de proposer des lois en tant que citoyen, en tant que groupe de citoyens, de proposer par des initiatives des lois qui vont être également soumises au peuple. Et donc, ce garde-fou me permet d'invalider un grand nombre de lois que justement les Verts, parce qu'ils font l'erreur de toujours partir sur ce côté sociétal proche du Parti Socialiste suisse, qui est donc progressif et qui n'est pas du tout ma tasse de thé, l'ouverture, enfin, toutes les merdes sociétales, je vous donne mon avis, hein. Ensuite on peut très bien ne pas être d'accord, c'est pas un problème. Et là, c'est vrai que mon choix sur les lois, il va plus sur un aspect beaucoup plus conservateur, beaucoup plus basé sur une approche d'autonomie et de défense des intérêts du peuple suisse et de la nation suisse dans le monde. Et donc, j'ai mon mot à dire à ce moment-là, et là, je dois constater que à 99%, la manière dont je vote aux initiatives au référendum, pour être précis, au référendum, est souvent contraire au Vert que je contribue de mon unique vote à accéder, entre guillemets, au couloir du pouvoir. Et donc, c'est ça le paradoxe. Et c'est pour ça que je n'aime pas aussi être lié à un parti, et je serais tout à fait, d'ailleurs, même si je dis beaucoup de mal des socialistes, je suis tout à fait disposé de discuter avec eux. Je suis sûr qu'eux ne voudront pas, parce qu'ils sont très tolérants
avec ceux qui ne pensent pas comme eux. Encore qu'en Suisse, ça va. Hein. Nous, le Parti socialiste suisse, c'est pas du tout la même chose que les Suédois ou les Français. Au moins, ça va. Ici encore, ils savent qu'ils ne peuvent pas se lâcher dans tous les sens parce qu'ils ne représentent que quoi, 20%, 21%, je sais pas, 25%, non, moins que ça, du pays. Donc ils n'ont jamais été au pouvoir parce que nous avons aussi ces particularités. Mais enfin bref, sans aller là-dessus. Donc tout ça pour dire que dans l'approche survivaliste, elle n'est pas liée à des mouvances politiques particulières, n'est pas liée à même à un certain conservatisme, pas du tout. On connaît, parmi vous qui nous m'écoutez, de temps en temps, ben, je discute et je découvre qu'il y a des sensibilités politiques extrêmement vastes. Ça va de gens qui sont relativement dans des modes de pensée classiques très du 19e siècle, gauche, droite, extrême gauche, etc. Il y a des gens qui sont dans des mouvances un petit peu plus transcourants, ce qui est normalement ce qui devrait être le cas de l'écologie, ce qui est le cas du patriotisme. Le patriotisme n'est pas de gauche ou de droite, il est pour défendre les intérêts de la population. Donc en réalité, il est plutôt, à la limite, proche du conservatisme sur certains aspects. Ensuite, chacun est libre de penser enfin, du moins c'est mon avis, chacun est libre de penser et de voter et de faire ce qu'il veut, et, et vous en assumez les conséquences. Et encore une fois, c'est vraiment un concept qui me plaît ces derniers jours. Même si vous faites une connerie, et même si cette connerie elle est fatale, peut-être parce que la politique s'intéresse à vous et qu'à la fin, les choix politiques auxquels vous avez contribué font que vous allez mourir parce que vous êtes envahi, parce que vous êtes massacré ou parce que vous n'avez pas su vous préparer correctement, et ça peut être mon cas d'ailleurs, hein. Eh bien, à ce moment-là, vous avez une utilité, c'est celle de montrer aux autres ce qu'il ne fallait pas faire, et donc les générations futures, alors ce ne sera pas peut-être vos descendants, mais les autres vont pouvoir tirer parti de votre expérience funeste, et finalement vous allez être très utile. Et pensez à nos ancêtres, le nombre de gens qui ont dit ce fruit ou cet arbre, je vais essayer de le goûter. C'était un champignon vénéneux, c'était un fruit toxique, etc. Il est mort. Et tous les gens de la tribu vont lui dire grâce à lui qui était imbécile, eh bien maintenant nous savons que cet arbre, nous n'y toucherons pas. Et donc, à la limite, on fera une statue à l'idiot et à l'inconscient. Qui sait? Voilà, donc encore une fois, j'essaie de traiter tous les sujets que j'essaie de couvrir, tout d'abord avec humilité, mais aussi avec humour, parce qu'au fond, nous traitons de sujets qui sont quand même assez lourds de conséquences. On parle de mort, on parle de souffrance pour tout le monde, pour nous, pour des hommes, des femmes, des vieillards, des jeunes, des enfants. La réalité, elle est dure, elle est violente. Et donc, nous devons espérer passer le message avec un certain humour et une certaine décontraction, sinon la vie, elle est assez dure comme ça. Donc, voilà. Donc, j'espère que vous saurez me pardonner pour ce sujet qui est en fait très long, très lourd et complexe, d'avoir essayé de le faire très, très brièvement. Et un peu saccadé, j'ai été sans arrêt dérangé, j'ai refait cette vidéo une dizaine de fois, et donc je ne sais plus où j'en suis. Bref, tout ça pour dire que j'espère vous continuer à vous voir ici, les temps deviennent difficiles, et préparez-vous, soyez attentifs, soyez responsables, faites attention, observez bien ce qui se passe, agissez dans tous les domaines, y compris la politique, et à très bientôt. Ciao.